Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, pour la première fois, un représentant du gouvernement syrien a participé à une conférence internationale sur un pays ravagé par plus de 14 ans de guerre. Cela s'est passé à Bruxelles où l'on a discuté du soutien à la reconstruction d'une nouvelle Syrie. Mais la dernière vague de violence dans le pays a soulevé des questions difficiles, notamment sur la nécessité pour l'Union européenne de continuer à assouplir des sanctions contre Damas, une urgence qui, au vu des circonstances actuelles, rend certains États membres de l'Union européenne mal à l'aise. Alors, les ouvertures politiques de l'Union européenne sont-elles prématurées? La Syrie est-elle prête pour un nouveau départ? Et c'est un fait évident, les négociations sur l'Ukraine se déroulent entre les États-Unis et la Russie et l'Europe n'est pas à la table. Donald Trump et Vladimir Poutine ont parlé au téléphone cette semaine et l'Ukraine est ouverte à un assouplissement des sanctions et à des accords économiques entre les pays européens et la Russie. Washington et Moscou se rapprochent-ils d'un cessez-le-feu ? Comment les Ukrainiens imaginent-ils un accord de paix durable? Alors voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre avec nos invités ici présents. Je commence par Hamza Esmili, anthropologue et spécialiste des révolutions arabes à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour Hamza. Bonjour. Juliette Delacroix, conseillère en politique internationale à l'Institut Émile van der Velde. Juliette, bonjour. Bonjour. Et Klaus Welle, ancien secrétaire général du Parlement européen, qui dirige aujourd'hui le conseil académique du think tank, le Wilfried Martens Center. Bonjour Klaus. Bonjour. Alors, bienvenue à tous. Mais avant de commencer, jetons un œil à la situation actuelle en Syrie. Une nouvelle ère commence en Syrie. Il y a quelques jours, le nouveau leader du pays dévasté par la guerre a signé une constitution provisoire pour encadrer une période de transition de 5 ans. Cette annonce intervient 3 mois après que les rebelles ont renversé, contre toute attente, le régime de Bachar al-Assad. Depuis, des appels se sont multipliés pour une Syrie plus inclusive, plus respectueuse des droits humains, y compris ceux des femmes. Le nouveau gouvernement fait face à un défi colossal. 80% des réseaux électriques, 60% des infrastructures d'approvisionnement en eau et presque la moitié des hôpitaux ont été détruits. 16,7 millions de personnes sont dans un besoin urgent d'aide. Un chiffre record depuis le début du conflit, il y a 14 ans. Pourtant, la violence continue de secouer le pays. Début mars, les forces de sécurité ont tué près de 1500 civils, dont la majorité était issue de la minorité alaouite, à laquelle appartient la famille Assad. Est-ce là la justice pour les victimes et les survivants, promise par les nouveaux dirigeants? Le processus de réconciliation est-il réaliste ou n'est-ce qu'une illusion? Hamza, je me tourne vers vous. On l'a vu dans cette vidéo, c'est un peu la question fondamentale. Est-ce que ce processus de réconciliation est réaliste? Et surtout, la Syrie est-elle prête à un nouveau départ démocratique, selon vous? Moi, je crois que oui. Je crois qu'en fait, on ne mesure pas assez ce que signifie la chute du régime. On a tendance à considérer le régime de Bachar al-Assad comme étant une dictature, comme d'autres dictatures. Ce n'est pas le cas. Le régime de Bachar al-Assad est un régime extraordinairement violent, extraordinairement cruel, extraordinairement brutal, qui n'a pas simplement massacré son peuple pendant 14 ans, il a massacré son peuple pendant plus de 50 ans. Et donc, en fait, c'est la chute du régime en elle-même, en fait, permet une reconstruction nationale. Moi, j'ai été en Syrie il n'y a pas longtemps. J'ai été très impressionné par la quantité de débats permanentes, très représentatives, avec des hommes, des femmes, des minorités, des majoritaires. Vraiment, il y a un élan généralisé qu'on sent dans la société syrienne à l'heure actuelle. Et c'est ça, moi, qui me fait me dire qu'il y a de l'optimisme à avoir, il y a de l'espoir à admettre, c'est qu'il y a en fait une société qui se redécouvre à elle-même, en fait. Et c'est très frappant à voir aujourd'hui en Syrie. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout est réglé comme ça par magie, mais ce point de départ me semble particulièrement important. Ouais. Alors Juliette, je me tourne vers vous. Il y a eu un accord signé entre le gouvernement sunnite et les forces démocratiques syriennes, FDS, dirigées par les Kurdes. Est-ce que ça, justement, c'est un signe d'espoir? C'est quand même un accord que von der Leyen, qui est donc Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a souligné comme historique. Est-ce que ce sont des signes d'espoir qu'on a là? Alors,
Oui, je pense que cet accord marque clairement un tournant Ouais. qui est historique, puisque en fait c'est la première fois qu'un gouvernement syrien reconnaît formellement les Kurdes comme faisant partie intégrante du tissu national syrien. Mm. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important à souligner. C'est un symbole fort, surtout quand on connaît l'historique de discrimination dont les Kurdes ont été victimes. Ouais. Après, il faut souligner aussi qu'il s'agit plutôt d'un accord qui est une feuille de route avec des principes généraux plutôt qu'un accord rempli d'engagements très concrets. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre, notamment par rapport à la question de l'intégration des forces kurdes dans l'armée syrienne. Ça, c'est une question très sensible parce qu'en fait, les forces kurdes souhaitent intégrer l'armée en tant que bloc unifié, Oui. mais la Turquie y met son veto et met la pression sur Damas en ce sens. Et alors, on l'a vu, il y a une déclaration constitutionnelle qui a été signée à Damas par Al-Shara. Et les Kurdes ont émis de vives critiques par rapport à cette déclaration constitutionnelle, notamment par rapport au fait que l'arabe est consacré comme la seule langue officielle, que l'égalité des genres n'est pas consacrée. On parle de droits des femmes, mais pas d'égalité des genres, ce qui est encore différent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du projet politique kurde. Donc voilà, il faudra voir comment cet accord est implémenté en pratique et quelles sont les garanties que les Kurdes obtiennent petit à petit. Alors, Klaus, il y a eu cette conférence des donateurs pour la Syrie ici à Bruxelles cette semaine. L'Union européenne s'est engagée à travailler avec le nouveau leadership syrien. On a vu des contacts sont déjà établis. Il y a eu la promesse de près de 2,5 milliards d'euros de soutien supplémentaire. Mais l'UE précise également que cela dépend d'une transition inclusive et crédible. Où est-ce que vous voyez les signes d'une telle transition ? Je crois que jusqu'à maintenant, le développement en Syrie est plutôt encourageant. D'abord, ils ont évité les graves erreurs que, par exemple, les Américains ont fait en Irak, qui ont mis tout le monde dehors, les fonctionnaires, les militaires. Au contraire, en Syrie, ils ont accepté que les fonctionnaires peuvent continuer dans leurs responsabilités, qu'en plus les militaires peuvent continuer, sous condition qu'ils respectent le nouveau gouvernement, c'est ce qui est complètement normal. Et je crois que ça donne une base qui est beaucoup meilleure que la base qui était là dans le temps en Irak pour une conciliation. Et c'est ce que vous avez expliqué, la coopération avec les Kurdes vise dans la même direction. C'est aussi clair qu'il y a des déclarations en faveur des minorités. Il faut attendre. Qui était une des grandes priorités de l'Union européenne. Voilà. Il faut attendre, bien sûr, une nouvelle constitution. C'est annoncé, mais on ne connaît pas encore le texte. Ouais. Mais tous les signes qu'on a maintenant sont très positifs, donné que la Syrie d'Assad, c'était une vraie machine de mort. Il faut le dire. On manque encore 130 000 de personnes qui ne sont pas trouvables. Donc, ce n'était pas un régime comme les autres. Oui. Alors, Hamza, il y a eu des meurtres sectaires dans les zones majoritairement alaouites. On l'a vu dans les événements ces dernières semaines. Et ça rappelle encore qu'il y a vraiment une instabilité très forte dans ce pays. Le gouvernement a promis d'enquêter sur ces meurtres, mais est-ce que c'est crédible aujourd'hui ? Bon, il faut, je crois, mettre un peu de contexte quand même. Ouais. Parce que, en fait, ce massacre, qui est horrible, il faut le dire et le redire, a eu lieu après une tentative de coup d'État. Une tentative de coup d'État assadien. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des cellules dans l'ancien régime, parfois très bien armées, qui ont repris des villes, repris des centres de pouvoir au sein des régions côtières, vous avez raison. Et en fait, c'est d'abord à ça qu'ont fait face les nouvelles autorités. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont dû rétablir l'ordre issu de la chute du régime de Bachar al-Assad. Alors, dans cette opération de rétablissement de l'autorité centrale, il y a eu des exactions terribles qui ont été commises, on ne peut pas en douter. Alors, néanmoins, de ce que l'on comprend aujourd'hui... Des milliers de personnes... Alors, on compte à peu près 1 millier, effectivement, c'est ça, 1 millier, et essentiellement alaouite. Et alors, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que, ceci dit, ce n'était pas tout à fait le centre du régime, ce n'est pas les forces de sécurité du régime, c'est en fait 2 milices qui sont associées au régime, ceci dit, qui en fait ont vraiment été, alors ça s'appelle la milice Souleymane Shah et la milice Hamzat, c'est en fait qui ont commis des exactions terribles. Et donc en fait c'est ces milices-là qu'aujourd'hui le pouvoir central syrien doit réprimer. Néanmoins, c'est très compliqué la situation syrienne parce qu'en fait ces milices-là sont aussi, il n'y a pas tellement de soldats du nouveau régime à l'heure actuelle. Ouais. Il a une force militaire assez faible. Tout est en train d'être construit. Tout est en train d'être construit. Il y a 1000 arbitrages à faire en même temps. C'est-à-dire que vous avez aussi une situation économique qui est totalement effondrée. Enfin, moi j'ai été en Syrie, c'est une pauvreté inouïe. Donc comment reconstruire le pays à ce moment-là? Donc c'est face à toutes ces problématiques que le nouveau régime fait face. Si je peux juste me permettre un point en plus, c'est aussi la question en fait de la responsabilité
responsabilité des crimes passés. C'est-à-dire que les nouvelles autorités, c'est à quoi vous faisiez référence, Klaus, vous avez tout à fait raison, sont arrivées en disant, bon, on garde les gens qui n'ont pas trop trempé, disons, dans les crimes de l'Ancien Régime, on a une position d'ouverture à l'égard des minorités, y compris celles au nom desquelles le régime gouvernait, voilà, donc tout ça étant très positif. Néanmoins, il n'y a pas eu tout de suite de processus de justice transitionnelle. Et ça, je crois que ça nourrit aussi des affects de vengeance, en fait, chez les populations victimes. On le sait, chaque transition vers la démocratie est difficile et peut-être chaotique, et c'est ce que la Syrie vit en ce moment. Nous avons parlé à Kawa Hassan du Stimson Center à Washington de ce que le leadership actuel doit faire et des risques d'échec. On l'écoute. Avant tout, le processus de transition doit être inclusif, non seulement en parole, mais aussi en actes. Le gouvernement doit représenter toutes les communautés en Syrie, et pas seulement celles proches du président. Simultanément, le gouvernement syrien doit aussi demander des comptes aux groupes armés responsables de massacres contre les Alaouites perpétrés sur les zones côtières. Massacres in coastal areas against the Alawites, they should be held accountable. Otherwise, we'll be back. Sinon, on retournera à la case départ, et si la situation dérape complètement, une nouvelle vague de migrants et de réfugiés arrivera en Europe, et c'est exactement ce que l'Union européenne veut à tout prix éviter. That is the last thing currently Europe wants to see coming out of Syria. Alors, Juliette, Kawa Hassan évoque le risque d'un nouvel exode massif de Syriens vers l'Europe. Est-ce que vous le craignez aussi ? Alors, je pense qu'en tout cas, il faut souligner que les chiffres indiquent plutôt une dynamique inverse à ce stade. Donc, depuis la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier, on a vu plus de 300 000 réfugiés syriens qui sont rentrés chez eux depuis les pays voisins, donc le Liban, la Jordanie, l'Irak, etc. Et en parallèle, il y a plus de 800 000 personnes déplacées internes, donc à l'intérieur de la Syrie, qui sont également revenues à leur ville d'origine. Donc c'est quand même un mouvement très important. Et à titre de comparaison, en 2024, il y a eu environ 150 000 demandes d'asile de ressortissants syriens. Donc je pense qu'on peut clairement conclure qu'à ce stade, il y a beaucoup plus de retours que de départs. Ouais. Maintenant, la question, en effet, c'est est-ce que ces gens vont pouvoir rester ? Ouais, vu l'instabilité. Et je rejoins Hamza, la situation humanitaire en ce moment est absolument dramatique. Ouais. Donc je pense que sans une réponse humanitaire massive de l'Union européenne et sans une stabilisation minimale de la situation dans le pays, toute transition politique reste théorique. Absolument. Alors justement, en parlant de l'Union européenne, Klaus, je me tourne vers vous. L'UE a commencé à assouplir les sanctions contre la Syrie. Et d'ailleurs, c'est la même histoire qu'en Russie, le gel des avoirs financiers, on parle de suspension de mesures commerciales, enfin, toutes ces longues sanctions qui datent de l'ère Assad, on retire les sanctions graduellement. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Je crois que c'est en principe la bonne stratégie parce que comme ça, on a encore aussi à négocier. Ouais. Parce que quand même, c'est une transition qui reste très fragile. Ouais. Mais à l'autre côté, il faut faire attention parce que la situation sociale est horrible. Il y a des estimations que 90% des Syriens vivent dans la pauvreté. Il y a juste 1 heure d'électricité pendant la journée. Donc, ça veut dire que le soutien économique, c'est essentiel pour stabiliser cette transition-là. Donc, je crois qu'une transition en phase, c'est la bonne chose, mais ça ne doit pas trop retarder. Oui, vous êtes d'accord, Hamza, avec ça, justement ? Sanctions graduelles, on y va doucement. Je suis globalement d'accord, mais je crois quand même qu'il y a un peu de frilosité qu'il faut combattre quand même, parce qu'il y a une urgence qui est terrible. Et parfois, en fait, en ayant une vision, de ne pas, disons, garder la main sur ce qui se passe, en fait, on nourrit d'autres phénomènes pathologiques. Par exemple, on parlait de la question des réfugiés, Juliette, vous en parliez. En fait, il y a un problème aujourd'hui pour les réfugiés syriens en Europe, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer en Syrie sans perdre en fait leur statut de réfugié en Europe, pour une large partie des pays européens. Or, ça, par exemple, ça fait que très concrètement, ça empêche les gens de retourner chez eux, alors qu'ils pourraient réinvestir dans leur pays, donc aussi rééquilibrer les forces politiques à l'œuvre en Syrie, parce que bon, les gens reviennent d'Europe, ils ont peut-être d'autres idées politiques, etc. Donc là, par exemple, c'est des choses très simples que l'Union européenne pourrait mettre en place pour accompagner cette transition de manière beaucoup plus courageuse, en fait, que ça se fasse aujourd'hui. D'autant plus que, comme vous le savez, les États-Unis aujourd'hui n'ont à peu près aucun avis sur la Syrie. Oui, justement, j'allais revenir vers ça. Hamza, les fonds qui ont été mobilisés pour la Syrie sont assez bas.
Et le désengagement américain qu'on voit dans d'autres pays, en Ukraine notamment, on le voit aussi en Syrie. Est-ce que c'est dangereux? Et je me tourne aussi vers vous, Juliette, mais peut-être Hamza d'abord. Non, simplement, en fait, il faut encourager évidemment la construction d'institutions libérales, nationales, étatiques, et l'Union européenne devrait avoir un rôle très affirmé sur ce plan-là, évidemment, si on veut que les choses se passent de cette manière-là. Ouais, donc le désengagement américain, selon vous, c'est dangereux pour la Syrie? Ah oui, clairement, je pense que c'est dangereux pour le monde entier, mais particulièrement, en effet, en Syrie, dans le nord-est, il y a des camps encore avec énormément de combattants étrangers. Je pense notamment au camp de Al-Hol, où il y a plus de 42 000 personnes, donc principalement des femmes et des enfants, mais aussi des combattants étrangers, dont des djihadistes européens, des djihadistes français. Et lorsque les États-Unis ont suspendu l'aide américaine, ça a créé un vide sécuritaire et humanitaire qui persiste encore aujourd'hui et qui est vraiment dramatique. Oui, parce que l'agence USAID, en plus, était très impliquée Exactement. en Syrie. Ouais. Alors, le gouvernement a promis de résoudre les crimes récemment commis dans les zones côtières et de traduire les coupables en justice. Mais des doutes subsistent à ce sujet, ainsi que sur le fonctionnement du système judiciaire. Alors, nous avons contacté l'avocate en droit de l'homme Mariana Karkoutli à Damas pour en savoir plus. Elle a souligné un détail très révélateur. On l'écoute. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques de la part des acteurs de la société civile concernant le fait que la justice de transition devrait être une priorité et qu'on devrait s'y concentrer davantage. En réalité, on voit aussi que certaines prisons sont réutilisées par le gouvernement intérimaire syrien, ce qui est un gros problème en ce moment. On parle d'un pays qui a été sous dictature pendant 54 ans. Ces prisons étaient utilisées pour torturer les opposants politiques et maintenant elles sont réutilisées. De notre point de vue, ces installations ne devraient jamais être utilisées. Dans tous les cas, la Syrie reste un pays dangereux. Alors Juliette, justement, on l'entend, elle parle de prisons qui ont été réutilisées, prisons de l'ère Assad. Est-ce qu'on a du coup raison de faire confiance aux autorités d'aujourd'hui en Syrie? Alors, je rejoins Hamza, je pense que la chute de Assad a vraiment ouvert des perspectives d'espoir immenses pour les Syriens. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la résilience et la volonté du peuple syrien de vraiment réussir cette transition politique. Maintenant, il y a deux questions centrales, à mon sens, à ce stade, par rapport au personnage de Al-Shara. C'est est-ce qu'il s'est effectivement éloigné du djihadisme traditionnel parce que voilà, ça fait plusieurs années qu'il présente Hayat Tahrir al-Sham comme un mouvement politique pragmatique qui s'est vraiment éloigné de son djihadisme initial. Est-ce que c'est une campagne d'image pour plaire à la communauté internationale ou pas? Je pense que l'avenir le dira. Et alors, un deuxième point, c'est quel pouvoir a Al-Shara pour contrôler les éléments les plus radicaux qui gravitent autour de Hayat Tahrir al-Sham. Ça, je pense que voilà, ces dernières semaines, quand on a vu ces exactions commises envers la minorité alawite, ça nous laisse en douter. Mais en effet, il faut qu'il ait les moyens de ses ambitions. Et pour ça, à nouveau, l'aide humanitaire de l'Union européenne est absolument cruciale. Justement, en parlant de l'Union européenne, je me tourne vers vous, Klaus. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut apprendre aujourd'hui de la Syrie pour l'Ukraine, dont on va parler après? La Syrie, c'est plus de 14 ans de guerre, on le sait. L'Union européenne se mobilise en ce moment. On parle aussi des avoirs confisqués, des gels pour financer la reconstruction de la Syrie, par exemple. Est-ce que c'est un modèle qui peut être utilisé et pour l'Ukraine aussi, par exemple? Je ne crois pas que les deux cas sont comparables. Voilà, parce ils que sont quand différents, même, bien ils sûr. sont très différents. L'Ukraine était agressée de l'extérieur. Ils ont quand même un président qui est élu. Mais dans l'approche de l'Union européenne, avec les sanctions, on est sur des schémas relativement similaires dans l'approche de l'Union européenne. Oui, disons, en Syrie, les choses ont changé, donc on peut changer les sanctions. En Russie, les choses sont loin d'être changées. Bien sûr. Mais peut-être justement, il y a des leçons à tirer. Je crois pas, je ne ferai pas la comparaison des deux cas.
D'accord. Je voudrais juste peut-être dire que je suis d'accord avec ce que dit Klaus, il y a peut-être eu des leçons à tirer. Ouais. Peut-être que si on avait mieux compris, en fait, on avait mieux réprimé l'intervention de la Russie en Syrie, parce qu'il faut jamais oublier qu'avant l'Ukraine, il y a eu la Syrie. En fait, que les Russes ont grandement participé à la destruction généralisée du pays, ont réprimé dans le sang la révolution aurait pu triompher il y a 10 ans, si ce n'est en fait l'intervention des Russes, que si on n'avait pas laissé un chèque en blanc à la Russie en Syrie, peut-être que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui n'aurait pas été possible. Et là, je suis complètement d'accord. Ouais. On parle de tous les problèmes, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu des millions de réfugiés suite au bombardement russe à Aleppo et dans l'État. Et donc, et finalement, ça a bouleversé aussi nos partis politiques. Et créé des partis politiques qui ont en profité, qui, c'est un peu absurde, mais se sont assez proches de la Russie. Donc, il y a une énorme responsabilité de la Russie en Syrie, il y a une énorme responsabilité en Ukraine, et je suis d'accord avec Hamza, c'est là où il faut apprendre que ce n'était pas un seul cas isolé, ni en Syrie, ni en Ukraine, et ça on pourrait voir ça encore une fois. Juliette, pardon, je vous coupe, mais je voudrais un peu savoir le rôle de la France, que la France doit jouer, selon vous. Puisqu'on a vu Macron très actif en Ukraine, on le voit, on parle de Macron, de récentes déclarations de Macron parlant d'instabilité en Syrie, qu'il fallait rendre ce pays plus stable. Est-ce que la France a un rôle à jouer, selon vous ? Je pense que la France, pour le moment, s'est montrée assez prudente dans son approche. Je pense qu'elle peut avoir un rôle à jouer au niveau européen par rapport à la poursuite de la levée des sanctions, qui doit être graduelle et assortie de conditions, évidemment. Mais je pense qu'en effet, elle peut jouer un rôle aussi en termes de justice transitionnelle. Peut-être qu'elle peut apporter son expertise à ce niveau-là, parce que, comme on le disait, ça va être crucial pour la reconstruction de la Syrie. Donc oui. Alors la France pourrait donc jouer un rôle important, c'est ce que vous venez de dire. Je pense que c'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Nous aurons plein d'occasions d'en débattre à nouveau. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. On prend un temps de pause, mais restez avec nous pour le prochain débat. Une paix durable est-elle possible en Ukraine? Mais à quel prix? Restez avec nous sur Euronews. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Juliette Delacroix, Hamza Esmili et Klaus Welle. Alors cette semaine a marqué le 11e anniversaire du jour où le président russe Vladimir Poutine a annexé la Crimée illégalement. Une opération militaire qui allait directement mener à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine 8 ans plus tard. Ce même Vladimir Poutine a parlé à Donald Trump mardi dernier dans l'espoir de mettre fin au combat en Ukraine, mais selon ses propres conditions. Alors, partager l'Ukraine entre Trump et Poutine rappelle la célèbre conférence de Yalta où les présumés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont divisé l'Europe en sphères d'influence. La différence, en 1945, il y avait un Européen à la table et c'était Winston Churchill. Alors, Klaus, je me tourne vers vous. Pourquoi l'Europe n'est-elle pas là ? Je crois l'Europe est là, mais l'Europe était là dans une forme pour faire l'Ukraine le plus fort possible dans ces débats. Donc on a eu quand même la réunion des chefs d'État à Londres, à Bruxelles, pour clarifier que le soutien pour l'Ukraine est là pour le long terme. Et je crois que ça les donne la possibilité de négocier d'une position plus de force. Mais ils ne sont pas à la table. Ils ne sont pas dans les discussions. On voit les appels téléphoniques, c'est entre Trump et Zelensky. Les Européens, ils sont un peu en sourdine. Trump essaie de convaincre Poutine qu'il peut se mettre à la table. Ouais. C'est un rôle. Notre rôle, c'est de faire l'Ukraine le plus fort possible quand les vraies négociations commencent. Alors Juliette, l'approche transactionnelle de Trump, on l'a vu ces derniers temps, envers l'Ukraine, ça étonne évidemment beaucoup de gens. Quel gain, selon vous, pense-t-il pouvoir réaliser en abandonnant finalement l'Ukraine ? Alors, Donald Trump applique en effet une approche purement transactionnelle à la guerre en Ukraine, mais aussi à la politique étrangère de manière générale. Son objectif, je pense que c'est mettre fin au conflit le plus rapidement possible, coûte que coûte, peu importe le prix, pour l'Ukraine et pour l'Union européenne. Ce qui lui importe, ce n'est pas notre sécurité ou celle de l'Ukraine, c'est de faire un deal à la Trump, qui, selon lui, serait bénéfique pour les États-Unis. Ce qu'il recherche aussi, c'est d'affaiblir l'alliance entre la Chine et la Russie.
donc la Chine qui est son grand rival économique et militaire. Et alors quelque chose d'un peu plus risible à mon sens, c'est qu'il se veut être un grand artisan de la paix et il espère décrocher le prix Nobel, ce qui est quand même un non-sens total. Mais tel qu'on voit l'approche aujourd'hui de Trump et Poutine, s'il conclut un accord, ça ira a priori dans le sens opposé. Bien évidemment, et je crois qu'en fait, il ne faut pas hésiter à dire le conflit de valeurs qu'il y a en fait dans l'alliance Trump-Poutine, à mon avis, auquel il faut évidemment rajouter Netanyahou, c'est-à-dire en fait le règne de la force. En fait, le règne de la force face en fait à des valeurs héritées de la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'état de droit, de règne de la loi, de libéralisme politique. Et en fait, aujourd'hui, on voit effectivement cet ordre moral, politique s'écrouler à une vitesse affligeante, sidérante et extrêmement dangereuse pour tout le monde. Et je pense que c'est là où, un peu comme ce qu'on disait en Syrie, il faut assumer au contraire une proposition inverse et le dire et le redire qu'on porte des valeurs de libéralisme politique en fait qui se construit sur l'état de droit, sur la négociation, la coopération et ainsi de suite. C'est comme ça je pense on contrebalance les choses. Alors nous avons demandé au politologue irlandais Donncha O'Bachan ce qui incite Poutine à s'entendre avec Trump et les efforts de Trump de réintégrer Poutine dans le giron. Voici ce qu'il a répondu, on l'écoute. Les Américains n'exercent pas le même niveau de pression sur la Russie. Par conséquent, la Russie a beaucoup moins de raisons de négocier. C'est pour cela que nous avons vu les Ukrainiens accepter un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, tandis que Vladimir Poutine a essentiellement refusé cette proposition. Il l'a acceptée en principe, mais le nombre de conditions et de qualifications est tellement long que cela revient à un refus. Il sera donc beaucoup plus difficile de le faire revenir à la table des négociations. Jusqu'à présent, ils n'ont rien cédé dans le cadre de ce processus de paix à la Trump. L'Ukraine se trouve dans une position particulièrement difficile, car les Russes souhaitent récupérer leur territoire, et les Américains veulent leurs ressources, comme nous l'avons observé avec l'accord sur les minéraux. Quant aux Européens, il semble qu'ils ne soient pas encore assez forts pour combler le vide laissé par le retrait des États-Unis. Alors Juliette, c'est intéressant ce qu'il dit justement parce qu'il parle de cette position avantageuse de l'Ukraine avec les Russes qui veulent le territoire ukrainien et les Américains qui veulent les ressources. Vous êtes d'accord avec ça et surtout, quelle devrait être l'approche ukrainienne du coup ? Alors, je pense que, comme on le disait, Trump veut simplement mettre fin au conflit le plus rapidement possible. Poutine veut acquérir davantage de territoire et asseoir son influence en Ukraine. Et l'Ukraine essaye simplement, tant bien que mal, de préserver un maximum son intégrité territoriale et de lutter pour sa survie. Le problème, et c'est ce qui était évoqué dans la vidéo, c'est que jusqu'ici, la Russie n'a pas du tout été mise sous pression, ni militairement, ni diplomatiquement, pour faire bouger ses lignes rouges par rapport au contour de la paix en Ukraine. Ouais. Donc, voilà, elle adopte toujours une position maximaliste dans laquelle elle se conforte. Elle demande notamment le départ de Zelensky, la renonciation de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, le dégel des avoirs russes, la levée des sanctions, la reconnaissance internationale de l'annexion des 4 territoires et de la Crimée, et aussi la neutralisation et la dénazification de l'Ukraine. Donc je pense que c'est extrêmement préoccupant et qu'il faut exercer une préoccupation. Mais justement, alors Hamza, je me tourne un peu vers vous. Si jamais Trump et Poutine concluent un accord, que l'Ukraine accepte, peu importe leurs vrais sentiments, je dirais, mais quelles seraient les conséquences pour la sécurité de l'Ukraine et pour la sécurité de l'Europe de l'Est en règle générale? Je crois que en fait, là-dessus, Poutine, pour l'Ukraine en tout cas, poursuit un vieux projet, d'abord soviétique et puis russe. C'est la mise au pas des aspirations nationales ukrainiennes qui a commencé Staline déjà, l'Holodomor, c'était déjà ça. Donc je crois que le futur est extrêmement sombre pour l'Ukraine à ce titre, qu'il y a un danger réel en fait de vassalisation du pays. Et évidemment, quand on pense à l'Europe de manière plus générale, il y a un risque d'extension de la guerre, c'est très clair. C'est-à-dire que je pense que voilà, c'est toujours une comparaison dont il faut se méfier au plus fort, mais la comparaison avec les concessions accordées en fait à l'Allemagne nazie dans les années 30, les séries de concessions accordées n'est pas si absurde que ça. C'est-à-dire qu'en fait on a donné pour rien, en fait pour rien. Ça n'a absolument pas régulé les aspirations expansionnistes, génocidaires, violentes de l'Allemagne nazie. Klaus ? Oui. Vous êtes d'accord ? Disons, pour moi, on parle un peu trop Ukraine en créant l'impression que c'est un problème pour l'Ukraine. Non, c'est notre sécurité qui se joue actuellement en Ukraine. On a 1 600 000 soldats russes, maintenant très bien entraînés. On a 900 Ukrainiens. S'ils disparaissent dans le jeu, et ça c'est une des demandes de Vladimir Poutine, notre sécurité en Europe n'est plus là.
Et on a juste discuté, la Russie était agressive contre la Syrie, on pourrait ajouter la Syrie, on pourrait ajouter la Tchétchénie, 2 fois l'Ukraine. Donc ce n'est pas la fin de jeu. Est-ce que l'Union européenne sera la prochaine victime? Cet argument conclut notre conversation. Merci à tous les invités ici présents et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Euronews. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Juliette Delacroix, Hamza Esmili et Klaus Welle. Alors à peine 2 ans après le scandale du Qatargate qui a secoué l'Europe, de nouvelles accusations de corruption, cette fois liées à Huawei, le géant chinois des télécoms, ont semé la pagaille dans les institutions européennes. Les enquêteurs belges enquêtent sur des faits qu'ils décrivent eux-mêmes de corruption active au sein du Parlement européen. La police a perquisitionné plus de 20 adresses en Belgique et au Portugal et plusieurs personnes ont été arrêtées. L'affaire ravive les préoccupations de longue date sur les pratiques du lobbying douteuses à Bruxelles. Alors le pay to play est-il devenu trop facile au sein des institutions de l'Union européenne et qu'en est-il des leçons d'éthique tirées du scandale du Qatargate? Alors Klaus, évidemment, en tant qu'ancien secrétaire général du Parlement européen, il s'agit d'une affaire toute fraîche et nous n'avons pas encore tous les éléments évidemment, mais le groupe de transparence Corporate Europe Observatory a déjà condamné l'inaction des institutions de l'Union européenne, affirmant que les mêmes conditions qui ont produit le Qatargate n'ont jamais été correctement traitées. Alors est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Les 2 cas sont quand même un peu différents. Donc, si j'ai bien compris, ça c'est sûr, Qatargate, on avait trouvé 1 million dans une chambre d'un député. Maintenant, c'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est tout, c'est des cartes d'entrée pour les jeux de RSC Anderlecht. Donc, je ne veux pas diminuer le RSC Anderlecht, mais ce n'est pas Real Madrid et ce n'est pas 1 million. Oui. Mais si vous posez la question sur la réaction sur Qatargate, oui. Pour moi, la bonne réaction, et je l'ai dit dans le temps, n'est pas une réponse éthique. Mais on est agressé par les États, le Qatar, peut-être le Maroc, et donc on était nus parce qu'on ne pouvait pas se défendre. On n'avait pas des services secrets nous-mêmes. Oui. On a eu peut-être un peu par hasard des informations par les Belges. Mais si l'Union européenne veut être un acteur géopolitique majeur, avec un conflit avec la Russie, avec la Chine et peut-être demain avec les États-Unis, on ne peut pas continuer à ne pas pouvoir se défendre. Il y a le rapport maintenant de l'ancien président du Finlande, M. Niinistö. Il est vraiment temps de le mettre en œuvre. Ouais. Ce n'est pas une question éthique, mais c'est une question de la sécurité de nos décisions. J'entends ce que vous dites, Juliette. Les risques d'ingérence de la Chine, on les connaît. C'est pas surprenant. Finalement, c'est même pas surprenant ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas anticipé? On l'a anticipé, mais un des problèmes vient du fait que le processus décisionnel européen prend beaucoup de temps, comme on le sait. Donc, la Commission européenne, au lendemain du Qatargate, a commencé à travailler sur une directive de lutte contre la corruption. Et cette directive, elle a pour mission d'abord d'harmoniser la définition de la corruption dans tous les États membres, ensuite d'harmoniser les sanctions pénales et aussi d'adopter des mesures préventives pour éviter la corruption. Donc ça peut être limiter les allers-retours entre le public et le privé et vice-versa, encadrer évidemment l'activité des groupes d'intérêt et faire la transparence sur le rendez-vous avec des eurodéputés, mais aussi limiter le financement de puissances étrangères de partis politiques, parce qu'en fait, dans certains pays européens, les donations que peuvent faire des puissances étrangères ne sont pas régulées. Alors, justement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le rôle des institutions de l'Union européenne, où les allégations ont eu lieu. Alors, nous avons parlé à Alberto Alemano, professeur en droit européen à HEC Paris, de l'environnement politique où de telles pratiques de pay for play semblent prospérer. Alors, voici ce qu'il nous a dit, on l'écoute. There's a culture of impunity that has been brewing over time. Il y a une culture de l'impunité qui s'est développée au fil du temps, mais cela relève de la responsabilité des partis politiques. Ce n'est pas la responsabilité de l'institution. L'institution n'est que le dernier recours pour intervenir et sanctionner des comportements que le parti politique aurait dû en premier lieu empêcher, en sélectionnant des profils de candidats différents pour le Parlement européen, en surveillant le comportement des eurodéputés et en dénonçant et sanctionnant ces comportements. Mais comme les partis politiques ne font pas leur travail, nous nous tournons tous vers le Parlement européen en tant qu'institution,
et vers l'Union européenne en tant que gardienne de la conduite éthique de ses membres. And the European Union as the gatekeeper for the ethical conduct of their members. Alors Hamza, justement Alberto Alemanno, est-ce qu'il a raison de pointer du doigt les partis politiques et non le Parlement dans la responsabilité? Je crois que je serais plutôt d'accord, effectivement, qu'il y a un problème de culture politique, évidemment d'abord au sein des partis, mais plus généralement de culture politique au sein de l'Union européenne. Je crois qu'on a un peu oublié que la politique, c'était une affaire d'idéologie, de morale, de projet de société que l'on défend, et pas simplement d'intérêts matériels qu'on peut marchandiser en fait en fonction des intérêts des uns et des autres. En fait, je pense à autre chose, c'est aussi en fait, j'ai l'impression que parce que en fait ceux qui sont censés représenter le libéralisme politique en fait ne sont pas consistants moralement, politiquement. Je pense, excusez-moi, à l'écrasement de Gaza pendant 1 an et demi et qu'on n'a pas eu grand-chose à dire. En fait, que s'engouffrent dans la brèche en fait tous les intérêts étrangers, s'engouffrent dans la brèche les tentations fascistes que l'on constate partout dans le monde. C'est parce qu'on n'est pas consistant moralement, on n'est pas consistant politiquement jusqu'à la possibilité de la corruption telle qu'on l'observe aujourd'hui. Klaus, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée justement que c'est la responsabilité des partis politiques et non de l'institution? Pas vraiment. Non. Non, parce Pourquoi? que les députés qu'on va avoir seront toujours une représentation du peuple. Donc on va avoir un peu de tout. On ne va pas avoir juste les saints. Et même l'Église catholique, avec le saint, ils prennent à peu près 200 ans pour vérifier s'ils étaient vraiment des saints ou pas. Et très souvent, ils n'étaient pas trop des saints. Donc, il faut vivre avec les gens qu'on a, qui vont représenter la population. Mais institutionnellement, l'Union européenne n'est pas préparée à des attaques des pouvoirs externes. Ici, maintenant, on parle de la Chine, ou d'une entreprise qui est très liée aux autorités chinoises. Oui. Avant, on a parlé des pays arabes, on pourrait parler de la Russie, on pourrait parler de l'Iran. On n'a pas les moyens parce que les États membres les réservent encore pour eux. Il faut des services secrets au niveau européen pour pouvoir défendre l'Union européenne. Juliette, le Parlement et la Commission ont interdit l'entrée des lobbyistes de Huawei dans leurs locaux et les bureaux de liaison à travers les pays de l'Union européenne. Est-ce que c'est une réponse appropriée? Est-ce que c'est surtout suffisant? Je pense que c'est clairement le minimum. Après, est-ce que c'est suffisant? Non. Je pense qu'il faut une réforme structurelle en profondeur et sur le long terme. Et je reviens sur ce projet de directive. Elle n'a pas encore été adoptée par le Parlement européen. Donc à ce stade, il faut faire pression sur les eurodéputés pour qu'ils adoptent une position maximaliste, vraiment ambitieuse, avec des amendements qui sont substantiels pour que cette directive soit la plus efficace possible. Alors, moi, je retiens des services secrets européens de Klaus Welle. J'espère que l'Union européenne prendra vos déclarations au mot. Et c'est la fin de l'émission Bruxelles Je t'aime. Merci à tous nos invités et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.